少女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Le 10 juin 2020, tous les journaux papier, télévisés et radios japonais titraient sur un drame familial tragique, mais qui aurait pu n'être qu'une colonne dans les journaux locaux si les acteurs de cette triste histoire n'avaient eu un nom qui avait déjà maintes fois défrayé la chronique. Dans la ville d'Izumisano, près d'Osaka, du grand pont qui enjambe la rivière et conduit à l'aéroport international du Kansai, une femme de 37 ans et sa petite fille de 4 ans venaient de sauter dans un geste désespéré et d'être retrouvées mortes sur la berge. Un peu plus tôt dans la journée du 9, vers 14h20, la femme, visiblement paniquée et très nerveuse, avait appelé le 119, le numéro d'urgence, pour demander de l'aide pour sa fille Kokoro, âgée de 16 ans, qui crachait du sang et semblait très mal en point. L'adolescente décédera peu de temps après son arrivée à l'hôpital et le médecin signalera cette mort comme suspecte à la police pour avoir retrouvé des traces de coups au niveau de l'abdomen et relevé d'anciennes fractures mal soignées lors des tentatives de réanimation. Se rendant au domicile de la famille dans la ville de Wakayama, la police y trouva un homme écroulé au sol dans l'allée qui menait à la maison, inanimé avec une corde rompue autour du cou. Il s'avéra être le père de la jeune fille et avouera avoir tenté de se suicider après le décès de sa fille. Après un rapide examen de son casier judiciaire, il semblerait plutôt qu'il ait voulu échapper à une enquête pour mauvais traitement qui venait d'être ouverte par la protection de l'enfance, après que sa fille de 16 ans se soit plainte de violences intrafamiliales et fait constater des traces de coups par le médecin scolaire. Quant à la mère et sa fille plus jeune, elles restaient introuvables mais ne tarderaient pas à refaire surface dans de tragiques circonstances. Alors oui, ce drame familial aurait certainement choqué la région du Kansai et peut-être le pays entier, pour un jour ou deux, mais le nom qui apparut à la une réveilla les consciences d'un pays qui s'était déchiré et se déchire toujours autour de lui et de celle qui incarne l'affaire judiciaire la plus complexe de la fin du XXe siècle, Hayashi Masumi. Oui, la femme qui venait d'emporter sa fillette avec elle dans la mort n'était autre que la fille aînée de celle que l'on nomma l'empoisonneuse au curry et qui en 1998 fut accusée d'avoir empoisonné tout un quartier en versant de l'arsenic dans la nourriture d'un festival d'été, tuant 4 personnes et en blessant 63. Condamné à mort en 2002 et aujourd'hui toujours dans le couloir du même nom, il semblerait que les ministres de la justice successifs ne soient jamais pressés de faire exécuter la sentence, comme si un doute planait toujours sur sa culpabilité et sur la justice dans son ensemble et son rôle dans ce procès fleuve. Il se trouve que ce 9 juin 2020 fut aussi le jour où Ikuta Teruo, avocat historique de Hayashi, déposa une requête en révision auprès de la Cour suprême du Japon et du ministre de la Justice, après que de nouveaux éléments aient été mis à jour, susceptibles de faire basculer le destin de celle qui attend la corde depuis presque 20 ans et hurle son innocence. Hasard du calendrier ? Pour ma part, je ne le pense pas et je vous parlerai de mon intime conviction à la fin de ce terrible récit. Mais avant, laissez-moi vous raconter cette affaire que l'on appelle Wakayama Dokobutsu Karetiken, l'affaire du curry empoisonné de Wakayama. Au Japon, les matsuri fleurissent un peu partout avec l'arrivée des beaux jours. Ces festivals qui célèbrent aussi bien le printemps que la mer, une divinité locale où les enfants sont une occasion pour tout un village ou un quartier de se rassembler et de faire la fête. Processions religieuses, danses, jeux forains et concerts viennent égayer la journée du festival, mais il est un point qui rassemble plus encore, la nourriture. Pour qui a pu un jour manger des spécialités de matsuri sur place comprendra ce dont je parle. Alors pour ces stands alimentaires si importants, les organisateurs font généralement appel à des professionnels qui sillonnent le pays avec leur savoir-faire et leurs délices et s'installent de ville en ville, comme le font les forains européens.
Yakisoba, ikayaki, takoyaki, okonomiyaki et bien d'autres spécialités régalent les festivaliers depuis des siècles. Mais s'il est un plat familial par excellence dont la seule préparation évoque l'été, le tablier de cuisine de sa maman et de grands faitous qui mijotent, c'est bien le curry. Pas ces currys indiens ou thaïlandais épicés et fameux certes, non, ce carré, doux et onctueux, presque sucré que seules les mamans savent préparer, et dans lequel, secret de famille, on glisse 1 ou 2 carrés de chocolat en cours de cuisson pour en parfaire le délice. Mais voilà, ce fut tout autre chose qu'une main meurtrière glissa dans la marmite en cette soirée du 25 juillet 1998. Transportons-nous dans le quartier de Sonobe, dans la grande banlieue de Wakayama. Cette petite communauté qui vit à l'abri du tumulte de la ville est plus à rapprocher de celle d'un village que d'une population urbaine et indifférente. Ici, tout le monde se connaît, se rend des services, conduit les enfants de son voisin à l'école et connaît tout de la vie intime des riverains. Les maisons familiales sont alignées et les voitures garées devant le portail. Parfois, une maison un peu plus grosse que les autres et une voiture européenne vient rappeler au voisinage que la famille Intel a réussi et en général, tout le monde les admire et les envie. Mais au détour d'une allée un peu plus isolée de Sonobe, une grosse maison bourgeoise de presque 400 mètres carrés et ses habitants ne font pas vraiment l'unanimité et font même l'objet d'une certaine suspicion, voire d'animosité, de la part des bonnes gens du quartier. Madame Hayashi Masumi, 37 ans, y vit avec son mari Kenji, 56 ans, et leurs 2 enfants, un garçon et une fille, tous 2 lycéens et scolarisés dans le quartier. Une famille d'apparence, tout ce qu'il y a de plus ordinaire malgré la différence d'âge entre les parents, mais qui a canalisé une certaine rancœur de la part du voisinage au fil des années. Penchons-nous un peu sur l'histoire de cette mère de famille pour tenter de comprendre ce qui a pu en faire une meurtrière désignée. Hayashi Masumi est née le 22 juillet 1961 dans le petit village de pêcheurs de Harita, dans la préfecture de Wakayama. Avant-dernière d'une famille de 4 enfants, elle était la seule fille et dès son plus jeune âge, commença à aider sa mère pour les tâches ménagères. Ses parents, tous 2 assureurs et évoluant dans la petite bourgeoisie locale, étaient des gens taiseux et besogneux qui n'accordaient que peu de place à la fantaisie dans leur vie mais donnaient tout pour leurs enfants, leur éducation et leur bien-être. Très tôt, la petite Masumi affirma son caractère enjoué et dynamique et se fit beaucoup d'amis à l'école et dans le voisinage. Douée pour les études, le sport et le piano, elle donnait souvent de petits concerts privés pour ses amis et les voisins qui aimaient l'entendre jouer. Compétitrice dans l'âme, beaucoup de ses anciens camarades de classe témoigneront de son côté mauvaise perdante à travers plusieurs anecdotes se déroulant en dernière année de primaire et au collège. Par exemple, lors d'un Undokai, les compétitions sportives scolaires de primaire, son équipe de tir à la corde perdit la finale et n'obtint que la 2e place. De rage, elle enguirlanda tous ses camarades et brisa la coupe contre un mur, symbole, dit-elle, de la défaite. En 2e année de collège, elle n'obtint que la 2e place en mathématiques et en prit ombrage d'une façon assez peu orthodoxe. Réclamant une révision de sa copie par le professeur et ne l'obtenant pas, elle insulta copieusement la camarade qui l'avait surpassée et mit de la colle forte dans le cadenas de son casier. De manière générale, tous ses anciens condisciples s'accordent à dire qu'elle était la meilleure amie possible tant qu'il n'était pas question de compétition ou de rivalité. Elle passera tout de même son temps de collège parmi les meilleurs élèves et rejoindra le lycée préfectoral de Wakayama pour y terminer son cycle secondaire. Là encore, elle y affirmera son caractère bien trempé et son goût pour la victoire. Sportive et impliquée dans la vie de l'école, elle prendra la tête de l'association des élèves et du club de volleyball qu'elle mènera d'une main de fer harcelant ses camarades pour briller sur les podiums et réprimandant sévèrement celles qui faillissaient à leur devoir. Mais malgré ce caractère particulier, elle était populaire et avait beaucoup d'amis et de prétendants. Elle ne faisait d'ailleurs pas beaucoup de cas de ces derniers, leur préférant ses posters d'acteurs américains et japonais et rêvant déjà d'un beau mariage. Elle finit par tomber amoureuse pendant sa dernière année de lycée, mais pas de l'un de ses camarades. Son père assureur travaillait régulièrement avec un homme plutôt charmant, Hayashi Kenji, 35 ans à l'époque, marié et père de famille, et qui représenta vite pour la jeune Masumi l'idéal masculin.
En pleine success story professionnelle et personnelle, le jeune entrepreneur n'en était pas moins sensible au charme juvénile de la lycéenne qui n'avait Dieu que pour lui et lui faisait de petits cadeaux, lui écrivait des poèmes, et ce qui devait arriver arriva. Après avoir caché une relation illégitime et hors la loi pendant quelque temps, les deux amants se révéleront au monde alors que Masumi entrait à l'école d'infirmière, son lycée terminé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme avait déjà cumulé presque 6 ans de prison, dont quelques-uns fermes, pour diverses escroqueries à l'assurance et malversations, ce qui, vous le verrez, aura une certaine importance plus tard. Âgé de 19 ans et donc mineur, leur relation eut l'effet d'un coup de tonnerre et eut pour conséquence la séparation immédiate de Hayashi avec son épouse, puis le divorce. Le couple poursuivit sa relation sans la bénédiction des parents de la jeune fille, mais, devant la réussite de Hayashi, qui avait quitté le monde de l'assurance pour celui de l'extermination de termites, et y connaissait une belle ascension, ils acceptèrent qu'ils s'installent ensemble et, lorsqu'elle eut atteint sa majorité, ils se marièrent et emménagèrent dans une belle petite maison du quartier. Malgré les pensions alimentaires à payer, le fringant exterminateur en était à son 3e mariage, le couple dépensait sans compter, avait une vie sociale très active et se faisait apprécier du voisinage par de gentilles attentions. Lorsqu'il partait en voyage dans le pays, il ramenait toujours des souvenirs pour les voisins et ne manquait pas de les inviter à des barbecues ou à des petites réceptions. Puis 2 enfants naîtront, un garçon et une fille, et Masumi se glissa très facilement dans son rôle de mère et commença à fréquenter encore plus assidûment les mamans du quartier. Mais voilà, les affaires de Hayashi commençaient à décliner et ses fréquents voyages et dépenses somptueuses ne lui permirent pas de sauver son entreprise qui fit faillite, laissant le jeune couple sur la paille. Ils déménagèrent dans un petit appartement social et Masumi prit un emploi à temps partiel dans un restaurant familial de la ville. Au chômage et sans un sou, son mari se mit à boire et à jouer, croyant en sa bonne étoile. Effectivement, il lui arrivait de rentrer avec les poches pleines de billets, mais le plus souvent, il jouait le maigre salaire de sa femme et perdait tout, creusant un peu plus le gouffre dans lequel ils étaient. Ce fut une période de grande violence pour la jeune mariée qui avouera, témoignage de voisins à l'appui, que son mari la battait très souvent lorsqu'il perdait au jeu ou qu'elle ne ramenait pas assez d'argent à la maison. Mais très amoureuse de son époux et soucieuse de garder leur couple solide par égard pour ses enfants et ses parents, elle l'encouragea à reprendre contact avec le monde de l'assurance par le biais de sa mère qui y travaillait toujours et pourrait sans doute lui prodiguer de bons conseils, voire lui trouver un travail. Ravalant son orgueil de chef de famille, il vit Madame la mère de Masumi à plusieurs reprises, mais n'en tira pas les enseignements espérés. Elle entretint des nouveaux codes des assurances et de la loi sur le fonds d'indemnisation des victimes et Kenji y vit très vite l'avantage qu'il pourrait en tirer. Sa première escroquerie à l'assurance eut lieu dans la banlieue d'Osaka. À quelques kilomètres de chez eux, il simula un accident de moto après avoir choisi une belle voiture de luxe contre laquelle elle allait s'écraser à vitesse réduite. Il simula de fortes douleurs à la tête et au dos et obtint une grosse indemnité en espèces de la part du conducteur qui ne voulait pas ébruiter cet accident. Prenant soin de recueillir des témoignages après cet accrochage, il porta plainte contre X, disant ne pas avoir vu la plaque du chauffard qu'il avait renversé, puis s'était enfui. Cet avis à victime en poche, il se tourna vers le fonds d'indemnisation des victimes et toucha 20 millions de yens, environ 175 000 € de réparation. Nous ne connaissons pas le montant qu'il avait reçu de l'automobiliste en question, mais toujours est-il que le mari renouvela l'expérience à plusieurs reprises et en informa son épouse, surprise de le voir rentrer avec autant d'argent sans travailler et ne croyant que très peu à une martingale. La jeune femme, un peu effrayée par le processus, mais rassurée par la sécurité financière qu'elle apportait au foyer, ne dit trop rien et le laissa continuer ses petites arnaques. Puis, de fil en aiguille, craignant de se faire repérer par les agents d'assurance, ce fut elle qui se mit en scène. Elle saisit une opportunité le jour où, après un bain trop chaud, elle vit des cloques sur ses pieds et ses chevilles. Forte de l'expérience opportuniste de son mari, elle eut une idée foudroyante en passant à vélo près d'un jardin où des gens faisaient un barbecue. Fonçant sur eux, en simulant une perte de contrôle, elle renversa l'ustensile et hurla de douleur en se tenant les basses extrémités.
Elle prétendit avoir été brûlée par les braises et obtint une forte indemnité en espèces de la part des convives, puis par le même process, reçut 5 millions de yens, environ 45 000 € du fonds d'indemnisation. Entre-temps, la famille s'était agrandie et le couple avait maintenant 4 enfants. Alors les poches pleines, Hayashi acheta à crédit un bel écrin de 400 mètres carrés dans le petit quartier de Sonobe pour y élever ses enfants. Mais non content de ces petits succès illégaux mais fort rémunérateurs, le couple eut une nouvelle idée pour rentrer encore plus d'argent et mettre leurs 4 enfants à l'abri du besoin pour un bon moment. C'est du moins la version que Hayashi Kenji donnera à la police. Les journaux parlaient de plus en plus des cas d'empoisonnement aux produits chimiques industriels et qui donnaient lieu à des actions collectives et voyaient les victimes indemnisées à coups de millions, mais aussi cette mode venue des USA et qui consistait à attaquer un restaurant dans lequel la nourriture vous avait rendu malade. Masumi, de par ses études d'infirmière, connaissait les effets de certains produits sur l'organisme et les dosages au-delà desquels ils devenaient mortels. Kenji, lui, de par son expérience d'exterminateur, connaissait les effets secondaires des inhalations de produits qui ressemblaient souvent à des intoxications alimentaires. Or, il se trouvait que l'homme avait conservé de son ancienne entreprise de destruction de termites une certaine quantité d'arsenic, poison de base dans l'élaboration des insecticides qu'il utilisait. Alors, toujours d'après les déclarations du mari, ils tentèrent l'aventure et le père de famille sacrifia un peu de sa santé pour passer à la caisse. Ils commencèrent par attaquer la compagnie des eaux après que son mari se plaigne de violents maux de tête et de ventre. Après l'analyse de l'eau et découverte de traces d'arsenic industriel, le couple touchera une indemnisation de plusieurs millions de yens. Un peu plus tard, c'est un ami de la famille, un homme de 65 ans et qui avait contracté une assurance vie auprès de la chère maman, qui sera invité à manger des gyudon, une spécialité de bœuf, et qui se verra empoisonné légèrement à l'arsenic par le couple, juste assez pour toucher une grosse prime d'assurance dont la maman détournera une partie à leur avantage. Ils toucheront 3 millions de yens, environ 26 000 €. Un peu plus tard, ce sera au tour d'un autre sexagénaire de venir manger des nouilles udon chez les Hayashi et de toucher bien vite son assurance après une belle intoxication et une paralysie partielle. Ils réussiront à détourner 130 millions de yens, soit plus d'1 million d'euros de la prime, grâce à la complicité de la maman. Encore une fois, cette version des faits ne repose que sur les dires de Kenji lors de ses déclarations controversées au procureur dont nous parlerons en détail un peu plus tard. Grâce à cela, ils finiront de payer les traites de leur maison et y feront de beaux aménagements. Mais ce couple d'oisifs qui affichait sa réussite et habitait la plus belle maison du quartier faisait jaser et les commérages allaient bon train. Alors Masumi redoublait de gentillesse avec tout le monde et expliquait que son mari touchait une belle pension du fait de sa maladie. En effet, à force de jouer avec les toxiques, Kenji avait développé une polynévrite véritable, elle, et devait se faire soigner pour ça, l'incapacitant. Quelque temps plus tard, la mère de Masumi mourait d'un AVC, lui laissant une belle assurance vie de 140 millions de yens, soit plus d'1 200 000 €, leur assurant de n'avoir plus rien à faire d'illégal de leur vie. Ils passèrent les mois et les années suivantes à s'intégrer dans cette communauté locale et soudée de Sonobe, vivant de leur rente et s'impliquant dans la vie de leurs enfants et les structures locales. Mais malgré cette apparence de calme, la famille Hayashi n'était pas exempte de ragots et de rumeurs de la part des riverains. Peu de temps avant la mort de la grand-mère assureur, il semblerait qu'une enquête pour escroquerie ait été lancée contre elle, impliquant passablement sa fille et son gendre. Et puis, le bruit de la maladie des deux hommes, qui étaient connus pour être des amis du couple et qui présentaient les mêmes symptômes, alimentait l'imaginaire du voisinage. Alors, Japon oblige, on se saluait poliment tout en n'en pensant pas moins. Les enfants eux aussi pâtissaient de la mauvaise réputation de leurs parents et la fille aînée commençait à essuyer les sobriquets blessants et les remarques désobligeantes sur la famille bizarre. Elle entendait ses camarades qui accusaient sa mère d'être une sorcière et une empoisonneuse et bien sûr l'associait à tout cela, faisant d'elle le bouc émissaire du lycée. Elle vécut ce harcèlement pendant plus d'1 an et tomba même malade à cause de cela. Ce soir du 25 juillet 1998, tout le quartier de Sonobe était en ébullition. Depuis le matin, toutes et tous préparaient le festival d'été. Les stands étaient montés, les décorations étaient en place et l'association des femmes du quartier préparait avec amour un curry géant qui allait être vendu au profit de leur association et profiter aux enfants.
Tout ou presque mettait la main à la pâte, bœuf, carottes, pommes de terre, oignons, quelques épices, et l'indispensable kareru, cette base si douce et si populaire auprès de tous. Toute la journée, les mamans se succédèrent près des énormes faitout pour remuer la mixture et surveiller sa cuisson. De 12h20 à 13h, ce fut au tour de Masumi de monter la garde devant les marmites, soulevant, comme les autres avant elle, les couvercles pour y glisser une grande cuillère en bois et mélanger le tout. Sa fille aînée va la rejoindre et après avoir porté les gamelles fumantes du garage dans lequel elle cuisinait jusqu'à la salle dans laquelle la divine mixture serait vendue, elles partirent rejoindre les autres voisins du quartier qui s'affairaient à la tâche non sans que la plus jeune fille des Hayashi ne goûte au délicieux curry comme le feraient tous les enfants japonais à sa place. En fin d'après-midi, toute la petite famille, sauf la fille aînée et la plus jeune, qui préféraient rester s'amuser avec leurs amis, tira sa révérence car le papa leur avait promis de les amener tous au karaoké, et après avoir acheté quelques friandises et plats typiques du festival, mais pas de curry, ils partirent tous ensemble et allèrent s'éclater. Le festival battait son plein et les attractions et stands divers avaient attiré beaucoup de monde. Filles et garçons portaient leurs plus beaux djembe ou yukata et tous se précipitaient vers les plats de matsuri tellement populaires dont le fameux curry qui avait fait la réputation de l'événement. Vers 18h, les ventes purent commencer et les mamans de l'association préparaient les petites boîtes à emporter aussi vite que possible pour pouvoir contenter tout le monde. Les affamés de tous âges se posaient sur des bancs ou des pelouses pour manger, certains l'emportaient chez eux. C'est vers 18h15 qu'une première personne se plaint de nausées et se mit à vomir, très vite accompagnée d'une autre qui se tordit de douleur et vomit également. En quelques minutes, une vingtaine de personnes, dont beaucoup d'enfants et d'adolescents, furent pris de douleurs aiguës à l'estomac, beaucoup vomirent et eurent de fortes suées et des vertiges. Un des organisateurs, comprenant très vite que tous les gens frappés de ce mal mystérieux étaient en train de manger du curry, interrompit la vente immédiatement et se saisit du micro qui servait aux annonces dans les haut-parleurs de la fête. « Arrêtez de manger le curry tout de suite, il y a un problème grave avec !» Entre-temps, les volontaires du festival et les familles environnantes avaient appelé les secours qui arrivaient sur place. Il y avait une quarantaine de personnes allongées au sol dont beaucoup avaient perdu connaissance. Ils furent pris en charge par les ambulanciers et les médecins urgentistes et très vite des gens affolés sortaient des maisons en hurlant de venir les aider. Une trentaine de personnes qui avaient acheté le plat à emporter et l'avaient mangé chez eux avaient également été intoxiquées et nécessitaient des soins d'urgence. Tous pris en charge très rapidement, les intoxiqués furent conduits vers les hôpitaux de Wakayama et subirent lavage d'estomac et injection d'antipoison sans vraiment savoir à quoi était dû cet empoisonnement. 63 personnes au total durent recevoir des soins et furent tirées d'affaire, malgré pour une vingtaine d'entre eux de très graves séquelles à long terme, mais malheureusement, 4 personnes ne purent être sauvées et mourront aux soins intensifs. La première victime fut un petit garçon de 10 ans, élève à l'école élémentaire municipale de Wakayama. Les deuxième et troisième victimes furent le président de l'association des habitants du 14e arrondissement de Sonobe, âgé de 64 ans, et son vice-président de 54 ans qui avaient mangé ensemble au stand. La dernière victime fut une jeune lycéenne de 16 ans, élève au lycée privé Kaichi de Wakayama. La police locale préfectorale ne tarda pas à arriver sur les lieux et à recueillir les témoignages des responsables du festival, des proches des victimes, et mit la scène en sécurité, surtout le lieu de vente et de stockage du curry soupçonné d'être à l'origine du drame. La police scientifique de Wakayama arriva vers 20h et commença à effectuer des prélèvements sur place, dans le curry, mais aussi dans les autres plats cuisinés et servis dans le matsuri. Ils prirent également des échantillons des régurgitations des victimes. Dans les hôpitaux, les empoisonnés, vivants ou morts, subirent une grande quantité de prélèvements et tous ces échantillons partirent au laboratoire. Dès le lendemain, les premiers résultats mirent à jour la présence d'acide cyanhydrique dans les échantillonnages effectués dans l'estomac de la première victime et la police préfectorale lança ses investigations, remontant toutes les pistes possibles et recherchant les causes probables de présence de cyanure dans le curry, les autres aliments vendus au festival ayant été écartés des causes de l'empoisonnement. Un QG de la police scientifique et de la criminelle d'Osaka fut établi à Wakayama et au fur et à mesure de l'avancée des analyses, l'enquête suivait son cours.
Le composé cyanhydrique n'ayant pas été trouvé chez toutes les victimes et de fortes traces d'arsenic s'y trouvant, la police se mit à chercher du côté des pesticides utilisés par la commune pour traiter les espaces verts, de ceux utilisés par les agriculteurs dans les cultures et assez rapidement, en recueillant des témoignages de riverains, se rendirent compte que certains se plaignaient d'empoisonnement d'animaux domestiques survenus durant les mois précédents. Une personne du voisinage évoqua pour la première fois Hayashi Kenji, ancien exterminateur de termites et qui possédait encore une grande quantité d'insecticides, dont une partie était stockée dans un bâtiment municipal pour traiter d'éventuelles infestations d'insectes. Le produit en question fut analysé par le laboratoire et une nouvelle équipe mit à jour de grandes similitudes entre les poisons retrouvés chez les victimes et les produits composant cet insecticide. Le nom des Hayashi commença alors à circuler et les rumeurs refirent surface. Très vite, les journalistes firent le siège de la maison familiale jour et nuit pour espérer interviewer les possibles empoisonneurs au curry. Masumi, toujours placide et enjouée, leur servira quelques plaisanteries et même les arrosera avec le tuyau du jardin, affirmant que ni elle ni son mari n'avaient quoi que ce soit à faire avec cette histoire et déplorait cet horrible incident. Mais devant le grand nombre de témoins accusant la famille Hayashi et déballant les vieilles rancœurs, souvent sans rapport avec l'affaire, la police s'intéressa de plus près à l'ancien exterminateur et à sa femme. Les échantillons furent envoyés à l'Institut national de la police scientifique de Tokyo et soumis aux meilleurs spécialistes. Le 4 octobre au matin, Hayashi Masumi et son mari Kenji furent arrêtés à leur domicile et placés en garde à vue. Entre-temps, les enquêteurs n'avaient pas perdu leur temps et recueillaient de nombreux témoignages quant à l'activité du couple le soir du drame, se concentrant sur les faits plus que sur les rumeurs. En outre, l'ensemble des objets trouvés sur place, ustensiles de cuisine, accessoires, barquettes, etc., ayant eu un rapport même lointain avec le curry empoisonné, fut analysé et mis en perspective avec un déroulé possible des événements. Mise hors de cause de par son emploi du temps et son absence des lieux au moment des faits, Hayashi Kenji fut relâché et Masumi se retrouva mise en examen pour empoisonnement volontaire, quadruple meurtre et tentative de meurtre et fut incarcéré à la prison d'Osaka. Avant d'aller plus loin dans les détails du procès de la présumée empoisonneuse, je voudrais faire un point sur son mari Kenji et sur les accusations de fraude qui firent l'objet d'une mise en examen abandonnée un peu plus tard et dont le déroulé a son importance dans une approche globale du procès de Masumi. Interrogé par la brigade de répression des fraudes et la criminelle pour ses possibles arnaques à l'assurance et son empoisonnement volontaire à l'arsenic, mais aussi pour son éventuelle complicité dans l'affaire du curry empoisonné, Kenji ne tarda pas à reporter un grand nombre de responsabilités sur sa femme et orientera sa défense en ce sens. Bien qu'elles ne fussent pas encore autorisées à cette époque, il semblerait, si l'on en croit la vidéo qu'il a publiée sur YouTube le 27 octobre 2020, et dans laquelle il revient sur toute l'affaire de son point de vue, qu'une transaction judiciaire ait eu lieu entre le procureur et le mis en examen. Il raconte que le 12 octobre vers 19h, le procureur Kodera et 2 assistants seraient venus le voir à son domicile et lui auraient parlé pendant plus de 2 heures, orientant son récit en fonction de promesses de ne pas être incarcéré et d'éviter même les poursuites. Alors pendant ses déclarations suivantes aux enquêteurs, il parlera de Masumi comme celle qui l'empoisonnait en secret pour le rendre malade et toucher sa pension d'invalidité, lui provoquant une maladie neurologique incurable, celle qui mettait du poison dans les plats des invités pour leur provoquer diverses maladies invalidantes et toucher des assurances contractées par le truchement de sa mère. Il affirmera même qu'elle avait des liaisons avec les personnes en question. Dans ses déclarations, il parlera d'un gobelet en carton dans lequel sa femme aurait mis une poudre blanche en lui disant que cela donnerait bon goût au curry, gobelet retrouvé non loin de la marmite avec de fortes traces d'arsenic à l'intérieur. Mais une grande question persiste, a-t-il fait ces déclarations de lui-même ou sous la dictée de Kodera ? On ne le saura jamais, même si le criminologue Kataoka Ken affirmera que le procureur est l'auteur de cette théorie et a même bricolé les preuves pour aller dans son sens, l'accusant même d'avoir fait falsifier des analyses du dit gobelet pour les faire correspondre avec ses attentes. Cette parenthèse extrêmement importante faite, revenons à Masumi. Pour comprendre le contenu des débats et les arguments des deux parties, je vous exposerai le point de vue de l'accusation et les pièces et témoignages mis en avant, puis celui de la défense avec là aussi des faits et des preuves pouvant invalider la charge accusatoire. Tout d'abord, le mobile.
L'accusation affirme que les vexations et les rumeurs subies par Hayashi au fil des années, concernant le passé de son mari, leurs activités frauduleuses et leur apparente opulence sans travailler, auraient pu constituer un mobile solide pour tenter de se venger de ses riverains. La partie civile apportera quelques témoignages de personnes qui auraient entendu des altercations entre elles et certains voisins pourvoyeurs de ragots leur promettant le pire. La défense avancera la vacuité de cette accusation étant donné le manque évident de preuves, limité à des dépositions de témoins indirects, à l'implication de Hayashi dans la vie locale, autant dans l'association des maires de quartier que dans la vie scolaire de ses enfants et de leurs amis, et dans les structures sportives. De plus, en réponse à cette accusation de vengeance froide et aveugle, Ikuta, l'avocat de Masumi, insistera sur le danger pour ses propres enfants qu'aurait représenté une telle opération. En effet, les 4 enfants Hayashi participaient au festival et auraient pu courir le risque d'être empoisonnés. Leur fille la plus jeune a d'ailleurs goûté le curry en fin d'après-midi. Ensuite, l'heure et les circonstances de l'empoisonnement de la nourriture. L'accusation pointera du doigt le fait que Hayashi était en mesure d'avoir mis le poison dans le curry entre 12h20 et 13h, horaire durant lequel elle était de garde, seule pour surveiller la cuisson. Or, la défense présentera de nombreux témoignages prouvant qu'au moins 6 mères de famille se sont succédées au fourneau pendant cette journée et que Hayashi n'était pas seul tout le temps de sa présence dans le garage où cuisait le curry puisque sa fille viendra la rejoindre et prendra même un petit tour de garde pendant que sa mère s'absentait quelques minutes. Viendra le point sur l'opportunité où le ministère public mettra en avant l'accès de Hayashi à l'arsenic, la rendant seule capable de s'en procurer facilement, et donc d'empoisonner la nourriture. Ils produiront les sacs retrouvés au domicile, le gobelet en carton trouvé à proximité des marmites et plein de traces du produit, et le témoignage du mari sur les empoisonnements passés. Sur ce point encore, la défense montrera que de l'arsenic était stocké dans une cabane de jardin appartenant à la commune et provenant du même stock, donc du même produit que celui des Hayashi. Cet insecticide avait été donné pour les traitements d'éventuelles infestations. Or, ce local ne fermait pas à clé et était accessible à de nombreux agents municipaux et également à quiconque aurait pu connaître la présence du produit en ces lieux. Pour ce qui est du gobelet, l'expertise en fut contestée par Maître Ikuta car l'un des 4 experts désignés pour l'analyse ne va déceler aucune trace d'arsenic concentré et ira même jusqu'à contester ses confrères. Le gobelet ira même jusqu'à l'Institut national de chimie pour y être confié à un collège d'experts qui n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur un résultat et ne rendra pas de rapport. Quant aux allégations de M. Hayashi sur son épouse, je vous ai exposé les circonstances de ces déclarations et le relativisme à apporter à celles-ci. L'axe suivant de l'accusation portait sur 3 témoignages de femmes du quartier qui ont affirmé la même chose concernant un geste sans ambiguïté de l'accusé. Elles affirment avoir vu une femme d'environ 1m60 pour 70 kg, portant un t-shirt blanc, une serviette roulée autour du cou et aux cheveux longs, soulever le couvercle d'une marmite de curry dans le garage et le remuer tout en essayant de dissimuler la scène avec son corps. La grande similitude dans les descriptions fit que les témoignages furent jugés recevables devant le tribunal et confondants pour l'accusé, qui affirmait ne pas avoir soulevé les couvercles durant la période qui correspondrait à celle décrite par les témoins. Elle affirmera ne pas en avoir été capable puisque cela correspond à la courte période durant laquelle elle s'était absentée. Or, et la défense le démontrera par d'autres témoins et la production des vêtements devant la cour, ce soir-là, Hayashi Masumi portait un t-shirt noir, n'avait aucune serviette autour du cou et portait les cheveux courts. En revanche, la description correspond parfaitement à celle de sa fille aînée, au gabarit semblable à celui de sa mère, et qui portait bien un t-shirt blanc, une serviette roulée autour du cou et les cheveux longs. Vint ensuite le point délicat de l'absence des Hayashi au moment du drame, préférant partir au karaoké comme pour se protéger contre quelque chose. Si l'argument fit mouche dans l'opinion publique, il fut aisément démonté par la défense. Effectivement, les Hayashi et 2 de leurs enfants sont bien allés au karaoké après avoir acheté de la nourriture à emporter, mais pas de curry. Cependant, ils ont laissé 2 de leurs filles au festival, les exposant donc à un grave danger s'ils avaient été au courant de l'empoisonnement, voire si la mère en était l'auteur, et puis,
Il y a le témoignage de 2 amis de la jeune fille, la plus jeune, qui affirment que Masumi avait donné de l'argent à sa fille pour acheter à manger sans jamais lui dire de ne pas acheter de curry. De plus, tous l'ont vu goûter le fameux curry après que celui-ci ait été transporté sur son lieu de vente. Le procès fut ensuite une bataille d'experts qui contestèrent tour à tour les résultats des analyses toxicologiques et s'accusèrent mutuellement de corruption, de subjectivisme et d'incompétence. La valse des chimistes qui furent révoqués, reconduits, contestés puis recontredits sema la confusion dans les débats et orienta la Cour vers une décision plus basée sur une intime conviction que sur des preuves scientifiques. Une chose qui ne joua pas en sa faveur fut le mutisme absolu de Hayashi Masumi pendant son procès. L'ensemble des folliculaires de l'époque y voyaient une preuve accablante de sa culpabilité, et bientôt la Cour suivra le mouvement. Sans mobile ni preuve directe, mais se basant sur des accusations et preuves circonstancielles, comme la similitude chimique du poison retrouvé dans le curry et chez les Hayashi, la présence de Masumi sur les lieux et son intime conviction, le juge condamna Hayashi Masumi à mort en 2002, à l'issue de 3 ans de procès. Mutique et résignée, la condamnée accepta son sort, semblant garder un terrible secret et se contentant de hocher la tête par la négative lorsqu'on lui demandait si elle était coupable. Mais ses avocats, Ikuta en tête, firent appel et se lancèrent à nouveau dans la quête de preuves irréfutables. L'opinion publique le murmurait de plus en plus au fil des campagnes des avocats et des dossiers complets et de moins en moins à charge de vrais journalistes. Et si Hayashi était innocente ? Et si sa fille aînée y était pour quelque chose et que sa mère ne cherchait à la couvrir au péril de sa vie ? À la suite du premier verdict, la maison inhabitée de la famille fut incendiée mystérieusement et entièrement détruite. La commune de Sonobe racheta le terrain et en fit un espace vert public, comme pour effacer la mémoire de cette terrible tragédie et de ceux qui en étaient à l'origine. Avant de parler de la suite des procès en appel et des événements récents qui ont forgé mon intime conviction sur cette affaire, laissez-moi vous parler de 2 éléments extérieurs au débat mais qui ont posé les bases de la théorie du tueur hors famille Hayashi et toujours en liberté. Depuis le drame et jusqu'en 2017, il n'y eut plus de festival d'été à Sonobe. Certes, le maire évoqua le devoir de mémoire pour les victimes, mais également et à plusieurs reprises le danger que pourrait représenter un tel événement si un nouvel incident se produisait. Or, il n'y avait pas encore de copycat connu et le magistrat n'y faisait jamais allusion, mais se référait plutôt à un danger qui semblait encore planer sur sa population, comme si la culpabilité de Hayashi n'était pas une évidence pour lui. Les comités de quartier firent eux aussi pression pour qu'aucun événement n'ait lieu dans les environs. Il faut se rappeler que de nombreux témoignages firent état d'animaux domestiques empoisonnés dans la région et pas uniquement dans le quartier de Sonobe. Or, la zone géographique de ces empoisonnements s'étendait à plus de 50 km du lieu de résidence des Hayashi. Si le poison trouvé dans le cadavre d'un chien analysé quelque temps avant le drame de Wakayama montre la présence d'arsenic semblable à celui stocké chez le couple et utilisé dans le curry, quel intérêt aurait eu Masumi à tuer des animaux domestiques aussi loin de chez elle si c'était pour se venger de ses voisins et surtout, des années après son incarcération, pourquoi continuer à craindre un empoisonneur ? Est-ce que le voisinage, voire le maire ou ses conseillers savent quelque chose et ont préféré laisser Masumi payer ? C'est une hypothèse qui circule et qui a son intérêt, mais je n'y adhère pas car trop vague et sans réelle preuve matérielle. En 2005, le procès en appel s'ouvrit à la haute cour d'Osaka. Le premier argument de la défense fut d'insister sur le non-lieu prononcé dans l'affaire d'escroquerie à l'assurance et de tentative d'empoisonnement. En effet, aucune preuve matérielle ne put être fournie par l'accusation et les témoignages des victimes et du mari restaient basés sur des ressentis et des ressentiments sans apporter aucun élément matériel. Or, l'intime conviction du juge était en partie basée sur ce passé de l'accusé. De plus, Maître Ikuta produira à nouveau les témoignages de 2 personnes qui décrivaient celle qui avait ouvert la marmite de curry au moment des faits. Il y en avait 3 au moment du premier procès, mais l'une d'entre elles avait refusé de témoigner. Les dépositions de l'époque furent ressorties et les tenues vestimentaires et coupes de cheveux des unes et des autres comparées à nouveau.
Le gobelet ayant prétendument servi à transporter le poison fut une nouvelle fois produit par les deux parties, la défense mettant en avant l'impossibilité d'établir une analyse précise et l'accusation restant sur la première expertise qui concluait sans appel que des traces importantes d'arsenic avaient été trouvées. Or, on sait depuis que la première expertise fut biaisée par le zèle du procureur Kodera qui fit pression sur les experts pour sortir des conclusions qui allaient dans le sens de la culpabilité sans aucun doute de Hayashi Masumi. Mais contre toute attente et contrairement à ce qu'elle fit lors du premier procès, Hayashi se montra très loquace pendant les audiences de la cour d'appel. Malheureusement, ses prises de parole répétées ne servirent pas sa cause et elle sembla réfuter les arguments de ses propres avocats, ne se rappelant plus clairement comment elle était habillée par exemple. Lors des débats autour du fameux gobelet en carton, elle dira se rappeler l'avoir emporté avec elle avec un exhausteur de goût que son mari lui avait donné, puis se rétractera comme pour semer la confusion. Elle agira de la sorte à de multiples reprises, mais surtout durant les débats qui mettaient en cause la probable présence de sa fille lors du fameux épisode du soulevage de couvercle. Certains y virent un aveu de sa part et le bureau du procureur tenta de lui faire signer une confession en règle, mais elle refusa. Il ressortira des années après, au travers de témoignages d'anciennes surveillantes, que Hayashi fut malmenée et même violentée en prison pour obtenir des aveux, privation de nourriture, de sommeil, gifles et même coups de pied au ventre. Le 25 juin 2005, devant l'absence de nouveaux éléments dans les débats, la haute cour d'Osaka confirmera la condamnation à mort et rejettera l'appel. Mais les avocats saisirent la Cour suprême du Japon et préparèrent leur défense sous le seul angle des preuves matérielles. Cet ultime procès commença en janvier 2009. Ikuta se concentra une fois de plus sur le gobelet en carton et fit faire de nouvelles expertises en mandatant un professeur de chimie de l'université de Kyoto. Celui-ci contesta les méthodes de la police scientifique de l'époque et condamna les techniques obsolètes et totalement dépassées, demandant une nouvelle expertise légale. De plus, la défense produisit un nouveau document comparatif qui faisait clairement apparaître que le gobelet analysé en 1998 et celui expertisé en 2002 étaient nettement différents et constituaient probablement une fraude. Mais le 21 avril 2009, restant sourd aux demandes de la défense, l'honorable juge Nasu Kohei a rejeté ses requêtes en ces termes. Il n'y a aucun élément nouveau et probant qui puisse affecter la première conclusion selon laquelle l'accusé est coupable. Et le 18 mai, il rejettera l'appel et clôturera la nouvelle procédure. Le lendemain, le 19 mai 2009, le juge Nasu confirmera la peine capitale et invalidera toute nouvelle demande auprès de la Cour suprême. La condamnée sera transférée dans le couloir de la mort de la prison d'Osaka pour y attendre son exécution. Les avocats tenteront de faire valoir des points de constitutionnalité autour de la peine de mort, engageront des procédures en invalidation et mobiliseront l'opinion publique. Les premières actions échoueront, mais ils réussiront à maintenir le débat dans la population et chez les intellectuels du pays, dont beaucoup doutaient de la culpabilité de Hayashi. Des écrivains, des criminologues et des enquêteurs indépendants reprirent le dossier et se plongèrent dans la quête d'éléments que la défense n'aurait sans doute pas vus. En 2011, un expert judiciaire en retraite démontra par une comparaison entre les photos de l'époque, un repérage sur les lieux et le recoupement avec les témoignages et dépositions que les 3 personnes qui affirmaient avoir vu Hayashi dans le garage en train d'ouvrir les couvercles des marmites n'avaient techniquement pas pu la voir puisque l'angle de vision ne le permettait pas de la position qu'elles affirmaient avoir eue. En 2012, un des légistes de l'Institut de médecine légale de Wakayama affirma avoir reçu des instructions pour fabriquer de fausses preuves dans l'affaire, falsifier des rapports d'expertise et produire des documents officiels portant le sceau du ministère public allant dans ce sens. Pendant des années, Maître Ikuta et d'autres défenseurs de l'innocence de Hayashi Masumi tentèrent de collecter toutes les preuves possibles et fournirent un travail considérable sans que jamais la principale intéressée n'intervienne. Les années passèrent et tous craignaient qu'elle ne fût exécutée avant qu'un possible appel ne soit accepté. Bizarrement et fort heureusement, les années s'enchaînaient et Hayashi ne faisait pas partie du contingent de condamnés à être pendus chaque année aux alentours de Noël. Elle deviendra celle qui passera le plus long séjour dans le couloir de la mort et chaque nouveau ministre de la Justice sursoira à son exécution comme si un doute persistait même en haut lieu. En 2016 et en 2018, un journaliste du Asahi Shimbun enquêta sur les enfants Hayashi et retrouva Kumi, la fille aînée dont le nom apparut pour la première fois.
Elle était toujours à Wakayama, s'était mariée, mais visiblement faisait l'objet d'une surveillance accrue du service d'aide à l'enfance après que des plaintes pour sévices sur enfants n'aient été déposées contre elle et son mari. Informé de ces faits et visiblement profondément touché, Masumi échangera quelques lettres avec elle et en parlera très sérieusement à son mari Kenji. En 2019, suite à un nouvel incident envers sa petite fille et une crainte pour sa vie, Masumi écrira une lettre qu'elle enverra aux journaux dans laquelle elle incriminera sa fille pour la première fois et officiellement dans l'affaire du curry empoisonné. Même si elle n'écrit jamais directement que sa fille est coupable, la tournure et quelques éléments factuels sont très explicites. Fort de ce nouvel élément et de tous ceux accumulés pendant 22 ans, Maître Ikuta déposa une requête en révision auprès de la Cour suprême du Japon, mais également auprès du tribunal de district de Wakayama. Cette stratégie de saisir un tribunal local fut payante puisque le 31 mai 2021, le président accepta cette requête et se saisit du dossier, estimant qu'il contenait suffisamment d'éléments nouveaux pour ouvrir l'affaire et lancer une nouvelle procédure. Le 9 juin 2021, le procureur et le parquet de Wakayama firent une communication sur la réouverture du procès et une nouvelle instruction évoquant le nom de Hayashi Komi, la fille, comme nouvel élément de l'affaire. Le même jour, après avoir trouvé sa fille aînée battue à mort à son domicile, elle se suicidait, emportant sa fillette de 4 ans avec elle dans la tombe et fermant définitivement une porte de sortie dans cette affaire. Vous l'aurez compris, je ne suis pas convaincu de la culpabilité de Hayashi Masumi. Pendant des années, j'ai été très partagé sur les éléments qui faisaient d'elle une coupable idéale, ne connaissant que trop bien les ravages de la rumeur et de la vindicte. Lorsque j'ai commencé à me pencher sur l'affaire et à lire les différents témoignages des scientifiques experts, des témoins directs, j'ai commencé à faire pencher ma balance, plutôt perplexe jusque-là. Au fil des lectures et des découvertes des différentes pièces du dossier, la culpabilité possible de la fille m'est apparue comme une éventualité à ne pas négliger. L'attitude de Masumi devant la cour qui semblait couvrir quelqu'un en détruisant sa défense ou en refusant de parler, cette lettre, même tardive. Et puis la condamnée n'avait que très peu de raisons d'en vouloir à ses voisins, contrairement à Akumi qui, elle, nourrissait une rancœur violente contre ses camarades de classe et leurs parents qui avaient fait d'elle un bouc émissaire. Il y a dans le dossier un grand nombre d'éléments factuels qui laissent à penser que la fille de Hayashi puisse être l'empoisonneuse et que sa mère l'ait couverte au sacrifice de sa vie toutes ces années. Mon sentiment à ce moment de l'affaire est que Masumi n'a pas supporté de voir ses petits-enfants maltraités par sa fille, et malgré tout l'amour maternel qu'elle ait pu avoir pour elle, a décidé d'ouvrir la possibilité d'une véritable culpabilité de sa fille à travers une lettre. L'a-t-elle fait pour la mettre en garde ou s'agit-il d'un véritable aveu ? Toujours est-il que le suicide de Komi, le jour de sa convocation au tribunal en tant que témoin assisté et possible mise en examen, peut sonner comme un aveu de culpabilité aux yeux de beaucoup. Il semblerait aujourd'hui qu'une vérité autre que la vérité judiciaire devienne de plus en plus improbable depuis le suicide de la principale intéressée. À l'heure où j'écris ces lignes, soit fin juin 2021, le tribunal de Wakayama n'a pas annulé la procédure de révision et tous les espoirs sont permis quant à un nouveau procès Hayashi. Comme je vous l'ai dit en introduction, le pays a été véritablement coupé en deux lors des différents procès, mais le temps avait fini par panser les plaies. Aujourd'hui, avec ce nouveau rebondissement, cette plaie se rouvre et le débat sur la culpabilité de Hayashi Masumi fait rage à nouveau. Dernièrement, les vidéos de Kenji, le mari, les déclarations d'anciens acteurs officiels de cette affaire faisant état de manipulation et de falsification des preuves en haut lieu, et surtout la disparition brutale de celle qui aurait pu faire tout basculer ne peut que forcer la justice japonaise à reconsidérer cette affaire dans son entièreté. Il est à espérer que les nouvelles analyses, grâce aux technologies récentes, des échantillons et des gobelets soient acceptées par le juge, que les témoins corrompus soient écartés de la procédure et que la nouvelle instruction soit basée sur des faits scientifiques et non sur des ressentis circonstanciels. Alors je ne suis sûr de rien, comment l'être, mais comme de nombreux intervenants extérieurs à cette terrible affaire et après avoir épluché et scruté chaque pièce et chaque audition à la loupe, oui, je me suis fait moi aussi un avis et mon intime conviction et commence à penser plus que jamais qu'une innocente a peut-être passé 23 ans en prison, dont 19 dans le couloir de la mort, pour rien.
Si tel s'avérait être le cas, je n'ose imaginer la façon dont la société pourrait indemniser un tel fiasco et faire amende honorable. Déjà, de nombreuses procédures de réparation sont en cours et ont de grandes chances d'aboutir, comme celle menée par Masumi contre son mari, ses faux témoignages et parjures avouées qui ont grandement contribué à sa condamnation. Procédure contre un grand nombre de médias qui ont contribué eux aussi à diffuser de fausses nouvelles, et pire encore des rumeurs assassines sur la famille Hayashi, et particulièrement Masumi. Une enquête du journal Asahi Shimbun estime à 50 le nombre de magazines, chaînes de télé et radios et autres médias en ligne dans le collimateur de la justice du fait de leur implication. D'ores et déjà, le professeur Nakae Izumi de l'Institut des sciences de Tokyo, qui a confessé avoir falsifié ses tests sur l'arsenic trouvé dans les fameux gobelets à la demande insistante de l'ancien procureur, a été condamné à verser 65 millions de yens, soit environ 550 000 euros, de dommages et intérêts, somme qui aidera grandement à préparer la défense de la condamnée. Avant de vous laisser vous faire votre opinion sur cette affaire, je voulais vous parler de quelques répercussions inattendues qui firent suite à l'annonce dans les journaux du pays de ce terrible drame. Comme souvent, ce fut la culture de masse qui se saisit de ce traumatisme et des dessins animés tels que Takoyaki Mantoma ou Urayasu Kazoku annulèrent tous les épisodes dans lesquels les héros mangeaient du curry. Les marques qui fabriquaient ce produit, telles que House ou SNB, connurent une baisse des ventes de près de 30% les mois suivants. Idem pour les restaurants de curry, tels que Coco Carré, qui connurent un véritable désamour du public. Au niveau local, l'école élémentaire de Wakayama, que fréquentait le jeune garçon empoisonné, n'a plus jamais servi de curry dans sa cantine depuis 1998. Malheureusement, comme d'autres affaires d'empoisonnement de masse avant elle, celle-ci ne fit pas exception et connut quelques copycats fort heureusement moins meurtriers que le tueur au curry de Wakayama. On retrouva une dizaine de cas de personnes qui avaient versé des produits chimiques divers dans des préparations destinées au public, festivals ou cantines, mais le plus souvent, il s'agissait de produits d'entretien dont l'odeur alerta les consommateurs ou de médicaments qui n'eurent qu'un effet mesuré sur les victimes. Un petit malin s'est même amusé à créer la panique dans la région d'Osaka en perçant le couvercle des plats cuisinés au curry dans les supermarchés et en déposant un peu de poudre blanche à côté. Alors, et vous ? Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, quelle serait votre intime conviction sur ce crime, ce procès et la condamnée ? Pensez-vous qu'elle est coupable et que le juge a eu raison de la condamner au vu des pièces à conviction et témoignages produits ? Pensez-vous que c'est l'œuvre d'une tierce personne qui a disparu dans la nature et qui est couverte par le maire et certains voisins ? Ou pensez-vous que c'est Kumi, la fille Hayashi, qui est coupable, même si elle ne mesurait pas la gravité de son geste ? Je vous laisse seul juge. Voilà, j'espère que cette affaire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des sorties. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook et venez faire un tour sur Twitch à l'occasion. Vous pouvez soutenir mon travail en laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip, mais aussi en visitant la boutique satsujin.fr où vous retrouverez mes livres, les musiques de la chaîne et quelques petits goodies. Un grand merci à vous pour votre soutien depuis presque 2 ans et un merci tout particulier aux membres de l'unité Satsujin. Allez, je vous laisse, j'ai d'autres affaires qui mijotent. Matane.